Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Premier ministre exprime la volonté de la Côte d'Ivoire de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis. Patrick Hachi appelle les hommes d'affaires américains à investir dans la transformation des matières premières pour créer de la valeur ajoutée. Le chef du gouvernement multiplie les rencontres en marge du sommet États-Unis-Afrique. Les enjeux de ce sommet États-Unis-Afrique à suivre dans le dossier MTL. Les dirigeants du continent ont parlé de sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Les États-Unis réaffirment leur intérêt pour l'Afrique après la présidence de Donald Trump. L'administration Biden promet d'investir plusieurs milliards de dollars sur le continent. Demain, vendredi, le vice-président de la République va procéder à l'inauguration de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. Cette autoroute est une section du tronçon autoroutier qui doit relier Yamoussoukro à la ville de Bouaké. Enfin, on focus sur cet ouvrage économique stratégique qui va booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Et puis les révélations ce jeudi dans l'affaire du Qatar Gate secouent les institutions européennes. L'eurodéputé grec Eva Kaili reste écroué et clame son innocence. Le Parlement demande de fermer la porte à tout représentant des intérêts du Qatar et suspendre le travail législatif avec l'Émirat. Le Premier ministre Patrick Hachi poursuit sa visite de travail à Washington en marge du sommet des leaders États-Unis et Afrique. Le chef du gouvernement enchaîne les rencontres. Il a échangé avec la présidente du MCC. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. À Washington, le chef du gouvernement poursuit ses rencontres. Mercredi, Patrick Hachi était au MCC. Le programme qui soutient des projets du secteur éducation-formation se satisfait de l'état d'avancement des différentes étapes. Bien avant, représentant le chef de l'État, le Premier ministre a pris part à l'ouverture de l'US Africa Leaders Summit avec au centre des échanges la sécurité alimentaire. Nous sommes un géant en matière donc, de production agricole, l'agriculture de rente, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, que ce soit l'EVA, toutes ces productions que nous avons ont le même problème, le taux de transformation locale pour pouvoir retenir la valeur ajoutée, créer des emplois et croître. Donc pour cela, nous avons bien sûr besoin de capital, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de savoir-faire et les Américains dans ce domaine-là ont bien sûr une très grande longueur d'avance et aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde. Donc nous avons dit que nous étions intéressés à échanger avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient venir en Côte d'Ivoire, investir et dans un partenariat gagnant-gagnant, nous permettre de transformer beaucoup plus nos matières premières afin d'avoir et de capter cette valeur ajoutée. Pour le chef du gouvernement, les défis entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires dont les États-Unis sont multiformes et il faut faire davantage d'efforts pour les affronter. Donc il y a de grandes transformations à faire pour pouvoir approvisionner les populations en quantité, en qualité, mais même au-delà de ça, de pouvoir exporter les produits alimentaires. Donc les défis que nous avons au niveau de la production pour pouvoir produire tout le long de l'année en quantité suffisante toutes les productions nécessaires, mais également les questions d'éviter les pertes post-récolte, donc les questions de stockage, les questions de transport, mais également les questions de distribution. Et la Côte d'Ivoire est résolument engagée à la transformation de ses productions locales les années à venir. Et on s'arrête quelques minutes encore sur ce projet États-Unis-Afrique à Washington. Les dirigeants du continent ont été conviés pour parler de sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. C'est le deuxième sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Une rencontre pour barrer la route à l'entrée de la Russie et la percée chinoise sur le continent. L'administration Biden promet d'investir plusieurs milliards de dollars. Les États-Unis veulent ainsi réaffirmer leur intérêt pour le continent après la présidence Donald Trump, le dossier inter avec Michel Digri. Longtemps accusés de délaisser l'Afrique, les États-Unis ont déroulé le tapis rouge pour une quarantaine de dirigeants africains dans le but de regagner une influence sur le continent. C'est le Premier ministre Patrick Hachi qui conduit la délégation ivoirienne à Washington. Dans cette campagne de charme pour séduire des partenaires africains parfois réticents, les États-Unis ont mis la main au portefeuille
promettant de consacrer environ 36 000 milliards de francs CFA à l'Afrique sur 3 ans. En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis s'engageront à verser 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années, dans un large éventail de secteurs, afin de relever les principaux défis de notre époque. Les autorités américaines ont toutefois assuré que ces financements et plus généralement l'engagement américain ne serait pas lié à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine, à l'heure où nombre d'entre eux refusent de condamner ouvertement la Russie. Il ne s'agit pas non plus d'une compétition avec les autres. Il ne s'agit pas de dire à nos amis et à nos partenaires ce qu'ils doivent choisir. Il s'agit d'offrir un véritable partenariat et, espérons-le, de construire ensemble une dynamique vers le haut et non une dynamique vers le bas. Ce sommet de 3 jours à Washington est censé relancer les relations des États-Unis avec le continent africain, laissé plus ou moins en jachère par l'ancien président Donald Trump au moment où la Chine et la Russie avancent leurs pions sur le continent. Nous voyons également la Russie employer des mercenaires à travers le continent et cela est également déstabilisant. La combinaison de ces activités de ces 2 pays, je crois que cela mérite d'y prendre garde et il est clair que leur influence pourrait être déstabilisatrice. Le président américain est en première ligne de cette offensive pour conquérir le cœur de l'Afrique. La tenue du premier sommet de ce type en 2014 a été un moment décisif pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos nations. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer de l'opportunité. J'insiste là-dessus. Joe Biden a reçu les dirigeants africains à la Maison-Blanche pour un dîner portant un toast à la promesse et au potentiel du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le président du Sénégal, par ailleurs président de l'Union africaine, Macky Sall, abonde dans le même sens. Nous partageons le même esprit. Nous voulons faire avancer notre programme commun avec vous et faire passer notre partenariat au niveau supérieur dans une approche inclusive, réunissant le gouvernement, le secteur privé, la société civile et la diaspora africaine. Plusieurs accords sont paraphés au cours de ce forum. Ici, les États-Unis signent un accord régional avec le gouvernement du Niger et du Bénin lors d'une cérémonie organisée dans le cadre d'un forum économique en marge du sommet. Le contrat régional de transport entre le Bénin et le Niger prévoit des subventions de 202 millions de dollars pour le Bénin et 302 millions de dollars pour le Niger. Le dossier Inter, les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour le continent africain. Après 4 années de formation, plus de 455 apprenants sont sortis des centres de formation. Ils sont prêts à exercer dans la filière manioc et le maraîchage. Le projet est financé par l'Union européenne dans le cadre de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Sephora Zegui. Ces jeunes, 455 au total, issus de la région du Bélier, ont été formés aux techniques culturales dans les filières manioc et maraîchage. Ils ont pris part au projet Archipelago, un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 500 000 €, soit 328 millions de francs CFA. Et en fait, le projet consiste à les former et pendant la formation, on les aide à élaborer un projet de développement. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est qu'ils construisent leur business plan, leur plan d'affaires et qu'ils deviennent des agripreneurs. Ce projet accorde donc une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les migrants de retour, les jeunes sans emploi et les femmes. Après ce programme-là, on a su que nous sommes des jeunes entrepreneurs agricoles, mais aussi que nous pouvons changer nos manières de cultiver. Et grâce à ce programme, j'arrive aujourd'hui à produire et à commercialiser même sur le marché. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires tourne autour de 1 200 000 francs.
L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est convaincu que cette initiative est une réponse à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. La France est donc fière d'accompagner la Côte d'Ivoire sur ce projet. L'agriculture, c'est la grande richesse de la Côte d'Ivoire. L'agriculture, c'est une priorité. Et parce que c'est une priorité pour la Côte d'Ivoire, eh bien c'est une priorité pour la France en Côte d'Ivoire. C'est aussi une priorité pour l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la rencontre de 3 priorités de la Côte d'Ivoire. 1, la jeunesse. 2, la formation professionnelle. Et 3, l'agriculture. Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat et parrain de la cérémonie, se félicite de la réussite du programme qui est aujourd'hui une référence à Ravia. Et aujourd'hui, le centre de formation agricole de Ravia attire des jeunes Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est devenu un centre de référence et un centre d'expérimentation de la belle coopération France-Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Union européenne. Merci beaucoup, monsieur de l'Union européenne, pour nous avoir soutenus. Je suis heureux de cette école mobile de formation qui pourra passer partout. Archipelago, projet d'une durée de 2 ans, est porté par un consortium de 6 co-demandeurs qui sont la Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes en France, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional du Bélier, l'Institut national de formation professionnelle agricole et entrepreneurs du monde. Demain, vendredi, le vice-président de la République va procéder à l'inauguration de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou. Cette autoroute est une section du tronçon autoroutier qui relie Yamoussoukro à la ville de Bouaké. Dans ce reportage de Mahama Traoré, fait un focus sur cet ouvrage économique stratégique qui va booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Au cœur de la savane du centre, elle s'impose désormais et fièrement. Elle a mis 4 années pour se frayer un chemin entre Yamoussoukro, la capitale politique, et le département de Tiébissou. 4 ans de labeur pour s'assurer de bâtir un ouvrage solide dans le temps et dans l'espace. Au final, une autoroute de 36,5 km reliant désormais Yamoussoukro à Tiébissou. Alors, comme je dis, ici, nous avons la structure de chaussée, c'est 80 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment du costaud. C'est une structure assez solide, voilà, qui va tenir pendant les 20 ans minimum de durée de vie de cette autoroute-là. L'ouvrage qui a été réalisé a été fait selon les normes de l'art. Nous avons respecté tous les cahiers de charges qui ont été définis pour l'entreprise. Toutes les prescriptions ont été définies et donc c'est une route de qualité que nous avons réalisée. Elle tient compte de l'agressivité du trafic et nous pensons qu'elle aura une bonne durée de vie avec l'entretien courant qui doit suivre. S'il faut donner tant de garanties, c'est parce que cette autoroute est appelée à supporter un trafic dense. Elle n'est qu'une section de la longue route qui mène vers les frontières du Mali et du Burkina Faso, un tronçon constamment emprunté par des camions poids lourds, des autocars et d'autres types de véhicules. Au fil du temps, la désormais ancienne route a fini par montrer ses limites. Hier comme ça, on était bloqué pendant 4 heures du temps avec Djibounois. Donc c'était une voie express là. On était déjà, depuis 18 mois, je suis rentré à 22h à Bouaké. Ça a arrangé beaucoup pour aller à Bouaké. Tous les jours on a oublié, quand tu fais le voyage, Abidjan, Bouaké, tu vas au garage. La route là n'est pas bonne. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents aussi. Voilà, si l'autoroute est finie là, voilà, ça nous plaît. On peut dire Dieu merci. La nouvelle voie, elle, n'entend pas décevoir ses usagers. Elle leur réserve une circulation avec des commodités. 4 passages routiers à raison de 2 fois une voie sur le sens aller comme retour. 6 passages pour les piétons. 3 échangeurs comme celui de Lolobo, des ouvrages de drainage et d'assainissement, 104 au total, le long des 36,5 km, un passage inférieur pour descendre vers Tiébissou. Vraiment, c'est une bonne voie. Voilà, il n'y a pas de problème. Je remercie M. Alassane Ouattara de bien vouloir nous aider comme ça. Une fois tu arrives, il y a un camion qui s'est coulé, vous êtes obligé de faire au moins 2 heures, 3 heures
patienter pour pouvoir l'enlever. Bon, or avec l'autoroute, ça sera encore plus facile de circuler sur l'autoroute. Ça va nous permettre beaucoup d'aller plus rapidement à Boaké. En tout cas, la petite voie, assez de voitures, mais l'autoroute, je pense bien que ça peut nous arranger. L'ouvrage reflète également la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire portée par le président Alassane Ouattara. Les populations installées dans les villages situés dans l'emprise vont bénéficier de 6 marchés et de 10 forages. Pour honorer la facture de ce chantier d'Hercule, l'État a dû mobiliser 82,7 milliards de francs CFA avec le concours de la Banque islamique de développement. Cet ouvrage va avoir un impact positif, d'abord sur le moral de nos chauffeurs. Cet ouvrage va avoir un impact positif sur la durée de vie de nos véhicules. Et cet ouvrage va avoir aussi et surtout un impact positif sur la grave question de la préservation de la vie de nos passagers, de nos populations qui sont transportées. C'est ici, au pied de la rivière Caen, que l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou termine sa course. Un pont érigé sur ce cours d'eau va la relier à un autre tronçon autoroutier, la section Tiébissou-Boaké, dont les travaux sont en cours et devraient être livrés avant la CAN 2023. Un autre pas majeur vers la réalisation du projet d'autoroute Abidjan. Et on voit déjà la joie des usagers et des populations sur le tronçon. Le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec le président de la conférence consultative et politique du peuple chinois. Des échanges par visioconférence portés sur plusieurs axes, notamment la diplomatie parlementaire et la réalisation de projets en Côte d'Ivoire. On le verra dans ce reportage de Moussa Konaté. Adama Bictogo s'est réjoui de la parfaite santé des relations entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, avec à ses côtés Thomas Kamara, président de la Commission des relations extérieures, échange par visioconférence avec le président de la conférence consultative et politique du peuple chinois, Zhang Jiabang. Les deux parties élaborent des axes de coopération dans divers domaines. La digitalisation de notre Assemblée, du fonctionnement de notre Assemblée nationale, notamment également la construction d'un complexe à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, d'un complexe devant abriter toute l'Assemblée nationale. Le renforcement de la collaboration entre les assemblées nationales de la Chine et de la Côte d'Ivoire, également au centre des échanges. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a également informé de sa volonté d'organiser une visite officielle en Chine pour aller rencontrer le responsable de l'Assemblée nationale, de sorte à renforcer les liens dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le président Adama Bictogo s'est félicité de la parfaite relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui existe depuis 40 ans. La Chine et la Côte d'Ivoire continuent d'entretenir de bonnes relations. Au plan politique, la Côte d'Ivoire voudrait rassurer la partie chinoise de ce que l'Assemblée nationale, dans la droite ligne donc de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, attache un prix à l'unicité de la Chine. La Côte d'Ivoire ne reconnaît qu'une seule Chine, qui a pour capitale Beijing. La conférence consultative et politique du peuple chinois est une organisation composée des représentants du Parti communiste chinois, des partis démocratiques, des démocrates sans parti politique et bien d'autres. Elle joue un rôle important dans la vie politique de la Chine et dans la sauvegarde de l'unité du pays. Au niveau du Sénat, les séances de travail s'enchaînent aussi. Pour 2023, la Côte d'Ivoire veut aller plus loin dans la prise en charge sanitaire des populations. Le pays compte également poursuivre des programmes de solidarité envers les plus démunis. L'emploi n'est pas en reste. Divers budgets ministériels ont été votés par la Commission des affaires économiques et financières. Le reportage de Kader Sogodogo. Le basculement de la Côte d'Ivoire au budget programme et la volonté manifeste du pays d'être abonné à la bonne gouvernance et aux pratiques d'un État qui se veut sérieux amènent le gouvernement à la transparence dans la gestion des deniers publics. Les budgets ministériels sont désormais rendus publics. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, met l'accent sur le développement des infrastructures sanitaires, la poursuite de la couverture maladie universelle et des soins de qualité au profit des populations en 2023. Pour ce faire, il dispose d'un budget de plus de 635 milliards de francs CFA, y compris les salaires.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a élaboré un programme chiffré qui dépasse les 52 milliards de francs CFA. Réconciliation et cohésion sociale, le ministre Kouadio Konan-Bertin dispose d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA pour approcher davantage les populations. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, plus de 23 milliards de francs CFA. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, plus de 50 milliards de francs CFA. 2023, une Côte d'Ivoire qui va plus loin dans le social et la solidarité. Assurer les sénateurs que ce budget voté ce jour, cet argent servira effectivement au programme Filets socioproductifs qui compte prendre en charge en plus de 227 000 ménages qui sont dans le programme, 200 000 ménages, et au niveau de la solidarité, c'est de renforcer les mécanismes de réponse au choc. Donc nous donnons l'assurance aux sénateurs que le ministère travaillera comme il se doit pour arriver enfin à cette Côte d'Ivoire solidaire tant prônée par le président de la République. Ce sont des ministères à caractère humain qui représentent les points 2 et 4 du programme national de développement, donc sur la solidarité, sur l'action sociale. Et je pense que cela va s'amplifier pour l'année 2023 pour le bien des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Tous ces budgets adossés à des programmes clairs ont séduit les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Ils ont été adoptés à l'unanimité. Et place à la lutte contre la Covid-19, voici le point de ce soir. Ce jeudi 15 décembre, 4 cas de Covid-19 enregistrés sur 306 échantillons prélevés, soit 1,3% des cas positifs, 1 guéri et 0 décès. Le symposium régional du réseau des structures en charge de la gestion électorale en Afrique de l'Ouest a fermé ses portes à Grand-Bassam. Les présidents de commissions électorales des pays de la CEDEAO ont fait le bilan de leurs activités. La rencontre est soldée surtout par des recommandations dont nous parle Jean-Marc Diadji. 2 jours ont suffi pour ces membres d'organes de gestion d'élection de l'espace CEDEAO pour dresser leur plan d'action. Une liste de recommandations pour traduire fidèlement la volonté du peuple dans les résultats électoraux. Entre 2020 et 2022, la sous-région a enregistré 4 putschs militaires et 6 élections contestées. Des élections générales sont prévues dans une demi-douzaine de pays de la CEDEAO. Le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, s'engage donc à sensibiliser et à impliquer tous les acteurs politiques afin d'éviter les crises. En période électorale, les présidents de commissions électorales ont besoin de soutien de leurs pairs. Ce que vous ne savez pas, ils ont trop de pression. Tout ce qui se passe lors des élections est sur leur tête et on ne se demande pas les autres branches qui doivent intervenir dans le processus électoral. C'est pour ça que, sous la présidence du président Culbert, nous avons mis en place désormais une mission de soutien des pairs à chaque élection présidentielle dans la région. Les experts de la fêtière des commissions électorales se sont engagés à l'issue de ces travaux et partagent d'expérience à consolider leurs efforts. Tous les membres des commissions de l'espace CEDEAO présents ont chacun donné leur contribution, lesquelles contributions ont permis d'avoir une expérience qui sera consolidée dans un document. Le RESAO, qui est cette structure de l'Afrique de l'Ouest en charge des élections, a eu 3 grandes activités. Celle qui est relative au soutien et au partage d'expérience auprès des autres commissions électorales sœurs de l'espace CEDEAO. Le manque de moyens financiers pour le comité de pilotage du RESAO a notamment été évoqué durant sa 8e assemblée générale tenue en présence des 15 pays membres de la sous-région. Et quelques mois après sa nomination, le secrétaire exécutif du RHDP poursuit ses consultations pour le renforcement du RHDP. Il a rencontré des membres du parti issus du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ibrahim Sisiba Congo leur a présenté sa feuille de route. Il s'est aussi engagé à les consulter régulièrement. Abdoulaye Koné. Le secrétaire exécutif du RHDP a rencontré les conseillers économiques et sociaux de son parti. Un tête-à-tête qui lui permet de recueillir leurs instructions et leurs conseils pour la réussite de sa mission. Cette rencontre était attendue.
par tous les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. D'abord, le féliciter pour sa nomination et également l'encourager dans tout ce qu'il fait. Nous sommes à une étape importante de l'évolution de toutes ces questions où c'est important qu'on puisse venir d'abord le féliciter pour sa nomination et l'encourager pour tout ce qu'il a commencé à entreprendre et en même temps lui témoigner notre soutien sans faille. Il y a des informations très importantes qui nous ont été données et nous sommes invités en tant que RHDP de nous impliquer dans l'animation du parti sur le terrain. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo s'est surtout engagé à maintenir le contact avec toutes les structures du parti. Le contact entre eux et le parti va permettre donc au parti de continuer d'alimenter par la réflexion les différentes institutions où ils sont, mais également de recueillir, tous les projets, toutes les analyses, toutes les idées qui sont partagées dans les institutions. Pour nous, c'est la meilleure manière d'aider donc le gouvernement, de rester en contact avec le gouvernement, de rester en contact avec les institutions, mais aussi la meilleure manière pour le gouvernement, pour les institutions, de rester donc dans l'organisation, dans le fonctionnement du parti. Le secrétaire exécutif du RHDP a promis que ces rencontres seront institutionnalisées. Dans 5 jours, c'est la fin de l'opération de révision de la liste électorale. Les partis politiques continuent la mobilisation. Adama Bictogo appelle les populations du Yopougon à s'inscrire. Il a rencontré la chefferie traditionnelle des 7 villages à Tchan de la commune, à qui il a demandé de s'impliquer dans la sensibilisation. Michel Ligri. À 5 jours de la fin de la révision de la liste électorale, Adama Bictogo met les bouchées doubles pour susciter une adhésion massive des populations de Yopougon. La chefferie traditionnelle des 7 villages à Tchan de Yopougon est sollicitée pour l'enrôlement du maximum d'électeurs dans cette communauté. À ses côtés, un fils à Tchan, le ministre d'An Paulin Claude Adama Bictogo a souhaité son intégration au sein du peuple à Tchan. J'ai profité aussi pour que mes parents, le chef Nanandori, qui est le président des chefs de la région de la Yébi, accompagné donc du chef Krobou, du chef Dano et de l'imam central, j'ai fait donc venir mes parents d'Aboville pour qu'ils soient témoins de ce jour-là où mes parents de Yopougon, les Atchans, ont donc décidé de m'accepter. C'est donc une journée forte de symboles. Autre symbole fort de cette journée, les dons de Adama Bictogo au nouveau-né de 5 centres de santé de Yopougon. Je suis venu me porter parrain. Au niveau de Yopougon, il y a eu 100 enfants nés aujourd'hui, le 14 décembre. Au niveau d'Aboville, environ 40. Et j'ai donc décidé de partager non seulement ma journée anniversaire avec ces enfants, pour que nous ayons ensemble le même anniversaire. Je ne les connais pas, mais ce que je sais, ce sont des enfants nés en Côte d'Ivoire. Ce que je sais, c'est des enfants de femmes ivoiriennes. Et ce qui m'a touché, c'est que la plupart des mamans étaient très jeunes. Dans les semaines à venir, Adama Bictogo va intégrer officiellement la communauté Atchan au cours d'une cérémonie traditionnelle qui réunira les 7 villages Atchan de Yopougon. Dans la même commune, le député Diaoufou est aussi en sensibilisation. Il fait le point de l'opération avec le personnel politique PDCI et RDA de Yopougon. Il demande à l'équipe de rester mobilisée pour les derniers jours de l'opération. Didier Nguessan. Après 3 semaines de sensibilisation à l'enrôlement sur la liste électorale dans les différentes chefferies de Yopougon, le député Diaoufou fait le point. Il a rencontré le personnel politique du PDCI RDA à Yopougon, notamment les secrétaires généraux de section, les UFPDCI et les JPDCI, et les militants qui constituent les points focaux dans leurs différentes bases pour s'enquérir des résultats de la sensibilisation. Le travail là, on ne triche pas avec. Soit tu fais pas. Quand tu fais pas là, les résultats, tu vas connaître. Mais quand tu fais là, les résultats sont toujours bons. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la victoire du PDCI RDA à Yopougon. Donc, chers militants du PDCI RDA,
Continuons d'investir le terrain. Soyez prêts. Galvanisant de nouveau sa troupe pour les jours restants, l'honorable Diaoufoué a insisté sur la nécessité de l'engagement au travail bien fait pour maximiser l'inscription des militants du PDCI sur la liste électorale. L'opération d'enrôlement a débuté le 19 novembre et prendra fin le 20 décembre prochain. Fait les beaux jours du rap ivoirien dans les années 90. Claver César Auguste Roméo, qui soit ainsi d'Ayameogo, est décédé à Ouagadougou. MC Claver, animateur, artiste et créateur du concept, l'homme a travaillé de longues années avec la RTI sur Fréquence 2 et son projet majeur demeure l'émission Zone Rap qui a été à l'origine de la découverte de plusieurs talents du rap ivoirien retourné depuis une dizaine d'années sur sa terre natale. Au Burkina Faso, MC Claver, devenu homme de Dieu, la maladie a eu raison de lui. Franck Quadio. Avec le MC Claver, il sera dans Hip Hop Express avec Ozone, l'officier supérieur. Là où tout a commencé, le studio Paul Améoué, où la mythique émission Zone Rap sur Fréquence 2 aura bercé des générations d'aficionados du rap dans les années 90. Hélas, Claver César Auguste Roméo Kiswen Sida Yameogo n'est plus. Décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie à 56 ans. Mon actualité, ça va. Je suis directeur d'une radio. Et vous êtes en pleine forme? Je suis en pleine forme. MC Claver est fils du président, le premier chef d'État du Faso, Maurice Yameogo, pays d'adoption la Côte d'Ivoire, où il perfectionne sa passion pour le rap découvert à 20 ans. Il part en 1984 pour l'Italie et y exerce, à cet temps perdu, l'activité de disc jockey. En Côte d'Ivoire, les années 90 sont l'âge d'or du rap. Et Zone Rap, sous sa houlette, un point de ralliement de plusieurs jeunes pépites. Ils avaient des problèmes vers toi et ils se tournaient. Et toi, que tu en as fait, à qui tu t'adressais au fond? Est-ce vrai quand ils disaient qu'ils t'aimaient? Almighty Estezo, Angelo Dogba, les MAM, le groupe RS, dont l'un des membres, Guy Vincent Kodia, plus tard Archibishop, deviendra son père spirituel. MC Claver quitte alors les Spotlights et fonde au Burkina Faso le ministère évangélique de la puissance des ministres choisis du Christ. Homme engagé, il fonde aussi un parti politique, le Mouvement pour le Rassemblement Patriotique. Dieu m'a dit quoi? Je savais que tu étais rappeur, c'est pourquoi je t'ai choisi. Donc maintenant, je veux que ton rap soit sanctifié. Du rap à la chair, il dit avoir été en mission. Je viens de parler de l'esprit poli par excellence, doté d'une grande patience. Il te donne l'espérance. Un missionnaire coupé net dans son élan, ce jeudi 14 décembre. Adieu, MC Claver, why don't, comme tu aimais à le dire. Les hommages de Franco Quadio à MC Claver, l'homme a gravé son nom dans le rap ivoirien. Dans le reste de l'actualité, il n'y a plus de soldats sous uniforme français. En Centrafrique, les derniers hommes ont quitté Bangui à la mi-journée de ce jeudi. Une dernière rotation qui suit la rétrocession mardi du camp militaire situé dans l'enceinte de l'aéroport de Mpoko. Le dernier groupe de 47 militaires a décollé à bord d'un avion cargo de l'armée de l'air en direction de Libreville. C'est la conclusion de 18 mois de désengagement français. En avril 2021, Paris a suspendu son accord de coopération militaire avec la Centrafrique en raison de la présence des Russes de Wagner. Et les nouvelles révélations ce jeudi dans l'affaire du Qatar Gate Sekou des institutions européennes. L'eurodéputé grec Eva Kaili reste écrouée et clame son innocence. Pourtant, son compagnon reconnaît l'existence d'un réseau de corruption au sein du Parlement européen. Il admet avoir fait partie d'une organisation utilisée à la fois par le Maroc et le Qatar dans le but d'ingérer dans les affaires européennes. Et ce jeudi matin, le Parlement a demandé de fermer temporairement la porte à tout représentant des intérêts du Qatar et a décidé de suspendre tout travail législatif en lien avec l'Émirat. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que c'est le vent qui aide les personnes sans hache à chercher du bois. Dieu le voulant, on se retrouve demain.